Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Mimétis. Nous vous remercions pour votre présence et pour votre fidélité. Alors, après ce merveilleux congrès que nous avons organisé début juin à La Baule et cette trêve estivale, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année en présence des docteurs ce soir Boris Cyrulnik et Eric Bardot pour ce webinaire qui ouvre cette nouvelle année de formation à l'Institut. Alors, comme les précédents, le webinaire de ce soir s'inscrit dans la philosophie des formations dispensées à l'Institut, marquée par un esprit d'ouverture, de complémentarité et de partage des savoirs, des pratiques et des expériences. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos formations sur le site internet de l'Institut, www.mimetis.com. Et bien maintenant, sans plus attendre, je vous propose d'en venir à notre sujet de ce soir et d'accueillir nos deux orateurs qui vont intervenir sur le thème comment transmettre du sens aux générations futures dans la société d'aujourd'hui. C'est donc avec une immense joie que nous accueillons le docteur Boris Cyrulnik. Je rappelle que le docteur Cyrulnik est neuropsychiatre, psychanalyste, éthologue, auteur de nombreux livres à succès. Son dernier ouvrage, 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines, vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et nous accueillons également ce soir le docteur Eric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, directeur et formateur à l'Institut Mimétis. Eric est le concepteur et le développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, et il est également co-auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment de l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques, qui est paru aux éditions Satas. Boris et Eric interviendront sur le thème de ce soir pendant environ 1 heure. Et puis, dans un second temps, comme d'habitude, nous laisserons place, bien sûr, à vos questions que je relayerai et que nous espérons nombreuses. N'hésitez pas à poster donc vos questions sur le chat à droite de votre écran. Et puis, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Il sera donc à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon webinaire et je laisse maintenant la soirée à Boris et à Eric. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Bien. Bonjour Boris et merci d'avoir accepté de participer et de partager ce webinaire. Euh, le thème que j'ai retenu, comment transmettre du sens aux générations futures dans la société d'aujourd'hui, m'est venu car dans nombre de vos interventions, il y a cette phrase qui revient, donner sens. Et plutôt que de poser la question sur quel sens transmettre, la question que je me posais, c'est comment transmettre du sens aux générations futures. Alors, il y a quelque chose, un concept qui nous réunit, le concept de résilience. Et comme nous en avions parlé hier dans notre échange, ce concept de résilience, euh, je le connaissais avant qu'il vienne dans le monde de la psychologie, puisqu'issu d'une famille de fondeurs, la résilience, c'est la résilience de la fonte, la résilience des matériaux. Et comme je le partageais avec vous hier dans notre échange, cette résilience, quand il s'agit de la fonte, c'est que la fonte pure casse et que ça nécessite de mettre une impureté pour qu'elle prenne une forme de graphite et que c'est de cette forme-là qu'elle va avoir une résistance au choc qu'on appelle résilience dans la mesure où quand il y a un choc, cela va permettre à la pièce de retrouver en apparence, évidemment, son apparence, sa forme originale. Mais en fait, on sait bien maintenant avec le microscope électronique que la forme originale euh, n'est qu'une apparence parce que là où il y a eu choc, il y a une modification moléculaire et un point de fragilité. Et
et, 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 et je vais proposer, de vous proposer déjà d'aborder cette question de la résilience dans la mesure où nous savons tous les deux qu'il y a une question, il y a une forme d'utilisation du concept de résilience qui peut poser problème. Je vous pose la Merci, parole. merci Eric de poser le problème comme il est logique de le poser. Alors, c'est vrai que le mot résilience est un mot latin qui devient de à nouveau, salire, sauter, qui a donné ressaut. Ce mot n'a pas bien vécu dans la langue latine, alors qu'il a très bien vécu dans les langues saxonnes, où il prend un sens un peu différent d'une autre. Mais la définition de référence, c'est en effet la définition de la métallurgie. J'habite à Toulon, où il y a un port de guerre, et tous les marins et tous les métallurgistes de la région emploient le mot résilience au sens où Eric vient de le définir. Alors, ce n'est pas tout à fait la définition qui me convient, parce que, comme l'a dit Eric, une barre de fer, on peut calculer la résilience, qui est le moment où une barre de fer résiste à une pression jusqu'au moment où elle casse. Et là, rien que dans la définition des métallurgistes, on est dans la résistance, on n'est pas dans la résilience, puisque pour nous, la résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après le fracas, après la fracture. Alors la résistance, c'est important, mais la résilience, c'est une optique évolutive, c'est-à-dire darwinienne. Et Freud était très darwinien, et on a reproché au concept de résilience de comparer les êtres humains avec des morceaux de fer. C'est une critique qu'on ne peut pas accepter, parce qu'à ce moment-là, les psychanalystes qui emploient cette critique devraient disqualifier Freud, qui est le roi de la métaphore mécanique, avec le concept de résistance, le concept de sublimation, quand un corps passe de l'état solide à l'état chimique, le concept d'un cristal qui se clive selon le point de fragilité, avec le bouillonnement du ça, avec les forces, et donc Freud, et puis surtout les mécanismes de défense. Donc Freud est le roi de la métaphore mécanique. Donc la définition scientifique des matériaux, nous, on y apporte une petite différence, c'est que même après la résistance, il faut reprendre, nous, êtres humains, on reprend. Alors, on est cassé, ça arrive, hein, il y a des gens qui sont cassés par un trauma. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être cassé? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, après la fracture, reprendre un nouveau développement, une nouvelle évolution? Et là, on est dans la résilience psychologique au sens où Amy Werner l'a proposé. C'est une proposition que je partage avec vous, euh, de développer l'idée de la résilience dans une perspective évolutive. Et dans cette perspective évolutive, la question que je me pose, c'est est-ce que la résilience vient là, c'est, concernant l'enfant et évidemment le développement de l'enfant. Et quand vous dites dans un de vos ouvrages, il faut un village pour élever un enfant, est-ce que la résilience, c'est aussi quelque chose qu'à voir avec soi, ou est-ce que la résilience, cette nouvelle évolution, c'est aussi une nouvelle manière d'être ensemble, c'est aussi une nouvelle narration. Voilà, c'est exactement ça. Il faut un village pour élever un enfant. Ça, c'est un proverbe africain qui a eu un succès interplanétaire, hein. Je rentre de la planète Mars où tout le monde cite ce, ce- cet exemple, ce proverbe africain. Et ça correspond très bien aux théories de l'attachement. John Bowlby ne parlait pas de village, mais il disait
le système le plus protecteur pour un enfant, c'est un système familial à multiples attachements. Et alors ça, je pense que ça m'étonnerait qu'on ne le répète pas pendant tout notre entretien, tellement c'est fondamental. Parce que la mère est importante, évidemment, puisque quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc c'est elle qui porte les enfants, donc c'est elle qui marque les premières empreintes. Mais déjà, la relation joue un rôle. Et en neuroimagerie, puisque les théories de l'attachement sont très vieilles, hein, c'est Spitz, Anna Freud, qui les premiers, en 1945, avec la première année de la vie de l'enfant, ont écrit un merveilleux petit livre. Tout est dit dedans. Tout est 1945, tout est dit. Tout ce que la résilience développe est déjà dans René Spitz. Mais on voit qu'il faut tenir compte des empreintes maternelles avant le fracas. Alors, la mère n'est pas seule. Et puis, surtout, donc il faut un village où il faut un système à multiples attachements. Mais surtout, maintenant, la neuroimagerie précise ce que Spitz et Bowlby en 1951, Spitz en 1945 avaient déjà décrit, c'est que la neuroimagerie photographie clairement qu'un cerveau sain seul s'atrophie. C'est-à-dire que pour se mettre à vivre, un cerveau a besoin d'une rencontre avec une altérité. Au cours de notre développement, l'altérité, c'est le ventre de notre mère. Ensuite, c'est la niche sensorielle, le village dont Eric a parlé. Et ensuite, c'est la verbalité, c'est-à-dire que ce qu'un enfant entend à partir de la troisième année provoque des émotions et participe à son développement. Alors là, on est dans une réflexion de type darwinien. D'abord, la biologie, dans le ventre de la mère, et pourtant déjà la mère n'est pas seule, elle est en relation. Après la naissance, la niche sensorielle, le village, la famille, et ensuite la culture et les récits. Et là, on a tous les ingrédients pour déclencher un processus de résilience ou pour l'empêcher. Parce que si ça se met mal en place, où il y a des parents maltraitants, où il y a des tragédies de l'existence, où il y a des cultures qui empêchent certains développements, eh bien, à ce moment-là, le processus de résilience multifactorielle peut être bénéfique ou maléfique. Oui, et justement, je vous propose de revenir justement sur la question de l'altérité. Est-ce que, est-ce qu'alors nous pourrions pas dire que cette première niche de, j'allais dire, du ventre de la mère dans lequel est l'enfant à naître, en devenir, est-ce que cette dimension d'altérité sur laquelle, qui va permettre, euh, je dirais, l'activation des processus de résilience, est-ce que ça n'est pas euh, la dimension de l'être ensemble, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas cette base en fait d'humanité nécessaire pour que se développe le processus de résilience chez l'humain? Alors, moi, je reprendrai un peu ce que Eric vient de dire, mais je dirais pas seulement d'humanité, c'est un principe du vivant, puisque ça correspond. Les mammifères ont tous besoin d'un autre pour devenir eux-mêmes, et même les oiseaux. Si vous isolez un œuf, l'oiseau n'apprend pas à chanter. Si vous isolez, ça c'est une vieille expérience qui a été faite en 1929. Vous étiez jeune en ce temps-là, hein, puis moi aussi, hein. J'étais pas encore né. Même nos grands-parents étaient jeunes ou peut-être pas encore nés. Et Nottebohm, en 1929, prend des oiseaux et il les isole dans des cages complètement. Et une autre population de la même espèce mène sa vie d'oiseau. Et puis, il les sacrifie tous et il constate à l'œil nu que les oiseaux isolés n'ont pas de système limbique.
le socle neurologique de la mémoire et des émotions, atrophié, parce qu'il n'y avait pas d'altérité. Et alors que dans la population des oiseaux qui restaient ensemble, chacun chantait, se bagarrait, décollait, enfin, ils menaient une vie d'oiseau, eh bien, ça suffisait à la stimulation. Et le système limbique se mettait en place. Eh bien, ce que nous apprennent les oiseaux avec Nottebohm en 1929, maintenant est largement confirmé par la neuroimagerie moderne qui précise et qui ajoute qu'un être vivant, un mammifère, un oiseau et encore plus un être humain, parce que nous, êtres humains, on a un cerveau qui se développe jusqu'à 25 ans. Mm. Et c'est vieux, hein, 25 ans. Et, et une fois que le cerveau est développé, on continue un développement intellectuel, affectif, jusqu'aux 120 ans qui nous sont dus. Puisque, que ce soit génétiquement ou dans la Bible, on a droit à 120 ans d'existence. Tous ceux qui meurent avant sont en droit de déposer une réclamation. Donc, Vous êtes prêt pour 120 ans, Maurice? ah ben, moi, je suis prêt, hein. J'ai encore 40 ans, j'ai 35 ans à tirer, 34 ans à Ah, ça tirer va. encore. Mais je vais sûrement y arriver. Et donc, ça veut dire que le développement biologique commence dans l'utérus. Et maintenant, on le voit euh, à l'échographie. Quand la mère est seule, quand la mère est stressée, le bébé réagit presque en temps réel au stress de la mère. Et surtout maintenant, on voit qu'un bébé dont la mère a été stressée, quelle que soit la cause du stress, arrive au monde avec des altérations cognitives. Donc, il a acquis des facteurs de vulnérabilité, non pas à cause de la mère, mais à cause du malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être la guerre, c'est souvent la précarité sociale, c'est la violence conjugale, c'est la violence du père, c'est l'absence du père, la solitude est une grave agression. Donc on voit que le bébé, dans l'utérus, vit déjà et reçoit l'empreinte non pas de la mère, mais des relations de la mère. C'est-à-dire que à la commission des 1000 premiers jours, il y a 1000 publications qui permettent de défendre ce que je viens de dire et de photographier ce que je viens de dire. La première, je crois, ça a été Shaoul Harel à Tel Aviv, mais David Cohen à la Pitié-Salpêt à Paris, et surtout Nelson et Zina à Bucarest et à Boston, aux États-Unis, on fait des publications magnifiques qui ont montré, photographié, mesuré comment le stress d'une femme enceinte altère le développement neurologique du bébé qu'elle porte, mais c'est important, le bouillonnement des neurones est tellement important à ce stade du développement que dès que on sécurise la mère, le bébé déclenche un processus neuronal de résilience. Si vous me permettez, je vais donner un exemple clinique de ce que vous venez de développer, Boris. Dans ce que j'ai développé dans le travail que je fais dans la relation mère-enfant, je remets euh, l'enfant, donc je vais prendre un exemple avec une petite fille de 2 ans et demi, et sa maman me l'avait adressée car elle était en détresse. Elle avait des comportements d'opposition, des troubles du sommeil, des difficultés alimentaires, et elle refusait le contact avec sa mère. Et donc, quand je la reçois toutes les deux, euh, je propose à la petite fille de venir se mettre en contact avec le corps de sa mère. Et à ce moment-là, quand sa mère essaye de la prendre dans les bras, il y a un mouvement de rejet de son corps et elle repousse purement et simplement sa mère. Et quand, et quand dans la situation, elle repousse sa mère, à ce moment-là, quand je demande à sa maman, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Sa mère s'effondre en larmes. Et je lui dis, qu'est-ce qui vient avec ces larmes? Et là, elle me dit, pendant l'accouchement, mon père a fait un accident euh, de santé grave, il a manqué de mourir, et ça m'a coupé dans mon... On a fait le travail, j'ai fait le travail donc
que j'ai noté, de lever en fait l'impact traumatique de cette situation-là. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que pendant ce moment-là, la petite fille est à côté, jouait avec les jouets qui étaient à côté. Je voyais son regard qui suivait avec une attention extrême ce qui était en train de se dérouler chez la maman. Et le plus extraordinaire, c'est qu'au moment où le trauma, donc l'impact corporel traumatique a été élevé, la petite fille a accepté de revenir sur le corps de sa mère, s'est mise en lien, et on a pu refaire le travail corporel de mise en liaison en faisant rejouer le scénario d'accouchement, c'est-à-dire le rentrer, puis la sortie à nouveau, et en fait l'accordage mère-nourrisson, c'est-à-dire vraiment le lien d'attachement dans tout ce qu'il a de plus corporel, euh, euh, s'est déroulé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est sortie. La petite fille, comme on le sait bien quand on utilise la pratique hypnotique avec les enfants, ils reviennent très très vite et se réorientent très très vite. Elle est sortie, elle a dit, maintenant c'est terminé. Et elle est repartie jouer. C'est, c'est, je- je- Ça me semble important de témoigner de cet exemple parce que ça illustre sur le plan clinique tout à fait ce que vous êtes en train de dire sur le plan scientifique. Tout à fait, c'est une belle illustration en effet, mais ce que vous venez de décrire, Antoine Guédonnet en a fait un test, c'est le test du retrait. Oui. Et même dans l'expérience archiclassique de Tronic, la mère interagit spontanément avec son bébé de 3 4 mois, et puis un signal convenu, elle arrête de gestuer, elle bouge plus, elle fait aucune mimique faciale. L'altérité est altérée pour des raisons expérimentales. Le bébé sollicite sa mère qui, par convention expérimentale, ne répond pas. Le bébé, en 30 secondes, se jette en arrière et si la mère continue à ne pas répondre, il s'auto-agresse. Alors là, bien sûr, la mère, elle se fout de l'expérimentation, elle arrête tout de suite, elle a raison. Et dès que elle arrête, le bébé a un rebond d'attachement, c'est-à-dire qu'il tend les bras, il sourit, il appelle sa mère. Donc, ce que vous venez d'illustrer, ça illustre que on doit entourer une femme enceinte, le village, on doit entourer une femme enceinte pour qu'elle puisse faire son boulot de femme enceinte tranquillement. Et que s'il y a une altération, cette altération, plus on intervient tôt, plus elle est facile à réparer. Alors là, Eric vient d'illustrer que ça se répare en quelques minutes et Tronic et Antoine Guédonnet confirment que ça se répare dès qu'on peut recoudre le lien. Alors c'est vrai pour un bébé de quelques mois, c'est vrai, mais plus on attend, plus c'est difficile à recoudre, hein, parce que le bouillonnement neurologique est beaucoup moins rapide avec l'âge, hein. Ça reste entre nous, ça, mais faut pas le dire, mais on bouillonne dans les premières années, mais avec l'âge, on bouillonne de moins en moins. Mais ça reste possible, et dans les petites années, c'est exactement ce que vient d'illustrer Eric. Et si vous me permettez, Boris, je dirais que même si le bouillonnement avec les années et avec l'âge est peut-être moindre, euh, dès lors que le travail met en scène le corps dans sa dimension relationnelle et affective, euh, ça permet de réactiver, comme vous le dites, le vivant, et que le vivant, il me semble qu'il est possible de le réactiver euh, à beaucoup. Je peux même prendre l'exemple, par exemple, avec certains patients Alzheimer, si on part dans dans le langage non verbal, dans la communication non verbale, qu'on réanime, ce qu'il y a de vivant encore chez eux et chez elles, il y a une réactivation du lien, de la relation, et qu'on observe même parfois des moments, même s'ils sont courts, de réactivation du cognitif. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans les maladies d'Alzheimer, surtout au début, les gens comprennent pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Ils comprennent avec les gestes, ils comprennent avec les mimiques, exactement comme un enfant avant la parole. Un bébé préverbal comprend énormément de choses par les mimiques, par le bruit, la voix, par la posture. Il comprend des menaces, il comprend même des interdits. C'est-à-dire qu'il y a des interdits préverbaux que tous les parents ont fait, c'est froncer les sourcils et puis faire. Les bébés comprennent.
Et j'ai fait passer un mémoire il y a quelques semaines à l'Université de Toulon, et la doctorante avait fait un travail magnifique. Elle avait fait un escalier, et un bébé de 4 mois arrive en marchant à quatre pattes, et puis la mère est en face de lui et la psychologue est derrière. Le bébé arrive, il voit le dénivelé, donc il ne sait pas, c'est la première fois qu'il voit ça, il a 4 mois le gars, donc il regarde sa mère, et la psychologue qui est derrière le bébé fait, euh, elle fronce les sourcils. La mère fronce les sourcils. Paf, le bébé s'arrête, il baisse les. Au contraire, la psychologue sourit, lève les sourcils et sourit. Hop, le bébé descend l'escalier. Il descend à 4 mois, il descend les jambes d'abord, mais il descend. Donc, on voit à quel point les émotions structurent le milieu, la niche sensorielle d'un bébé. Si cette émotion, s'il n'y a pas de structure autour de lui, ben le bébé s'atrophie, il apprend rien. S'il y a une structure dysfonctionnelle autour de lui, ben le bébé apprend difficilement. Si la mère est sécurisée par celui que de mon temps on appelait le mari, comment on appelle ça maintenant aujourd'hui? Euh, Ah, le compagnon, ça peut être la grand-mère, ça peut être une autre femme. Bonjour madame, vous êtes le père. Ça peut être il faut qu'il y ait une altérité. Non seulement une altérité pour le bébé, sinon il s'atrophie, mais il faut que la mère elle-même ait une altérité, qu'elle soit entourée par une niche sensorielle, un village ou un système familial. Et quand vous dites il faut une altérité, est-ce que je peux ajouter la création de sens va prendre source, va prendre comme base cette altérité La création. de sens? Ah oui, oui, alors là, moi, je le formulerai un peu différemment. Dès l'instant où on a un cerveau capable de décontextualiser totalement une information, ce qui est le cas des êtres humains et ce qui est le cas de beaucoup de mammifères, les oiseaux, ils ont une toute petite lame de cortex préfrontal au-dessus du lobe olfactif. Donc, ils anticipent, ils ne sont pas terribles pour l'anticipation. Mais les mammifères commencent à avoir un lobe préfrontal et les primates non humains ont un gros lobe préfrontal et nous, un tiers du poids du cerveau est consacré au lobe préfrontal qui traite des informations qui ne sont pas dans le contexte. Et surtout quand on parle, les émotions sont déclenchées non plus par des perceptions, mais les émotions sont déclenchées par des représentations. On va gagner, je t'aime beaucoup, je t'aime pas du tout, et c'est connecté à la mémoire. Or, là, on est capable de donner un sens au fait. Donner un sens au fait, c'est-à-dire, c'est donner une direction, une anticipation, un rêve à réaliser. Et dès l'instant où on a un cerveau et une parole capable un récit capable d'anticiper une sorte d'étoile du berger, hein. Je propose la métaphore de l'étoile du berger parce que l'étoile du berger donne la direction. Et à ce moment-là, on peut donner sens aux choses et aux événements qui nous arrivent. Et le sens qu'on donne aux choses et aux événements modifie la manière dont on les ressent. Si un coup n'a pas de sens, on souffre. Si vous recevez le même coup en jouant au rugby, vous avez mal, mais vous ne souffrez pas. Parce que le sens qu'on donne au coup n'est pas du tout le même, hein. Et au rugby, on peut le voir actuellement, hein. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Au rugby, les gars et les filles, parce que maintenant les filles font un très joli rugby, les gars et les filles qui jouent au rugby, ils n'ont pas peur des parpaings, comme on dit à Toulon. Et pourtant, ils reviennent le lendemain parce que le sens du parpaing, c'est on joue au rugby. Le même coup donné dans une dispute conjugale, ça n'a pas du tout le même sens, et là, on souffre. Et quand vous dites que ça n'a pas du tout le même sens, et là on souffre, parce que je pourrais dire que ce, ce sens est en lien aussi avec l'intention. Absolument. L'intention, c'est l'anticipation.
oui. Donc, forcément, ça nécessite un lobe préfrontal et nous, pour nous, êtres humains, des récits. Et si je reviens justement sur l'étoile du berger, qui donne la direction, euh, est-ce que, euh, est-ce que dans la transmission du sens, c'est justement comment dirais-je, de transmettre que l'étoile du berger qui donne la direction, euh, elle nécessite de rester en perspective et pour donner la direction. Et que si je veux m'approprier l'étoile du berger, ben, elle donne plus la direction. Eh bien oui, l'étoile du berger, elle donne la direction si elle reste au ciel. Oui, C'est-à-dire que l'étoile du... c'est les utopies. Les utopies sont peut-être nécessaires pour nous permettre de rêver, à condition qu'elles restent au ciel, parce que quand les utopies descendent sur Terre, généralement, ça provoque des guerres, parce que personne n'a les mêmes utopies, et vous remarquerez que de tout temps et encore aujourd'hui, pratiquement toutes les guerres sont des guerres de croyance. À l'origine, il y avait des guerres des cités-États, quand il n'y avait plus d'eau, quand il n'y avait plus rien à manger, le groupe humain, les cités, galvanisait quelques bagarreurs qui allaient envahir la cité-État pour voler les nourritures et pour voler l'eau. Et dans ce cas-là, le sens donné, c'était la survie. On héroïsait les bagarreurs, on héroïsait les hommes violents parce que le fait qu'ils aillent piller la cité voisine nous permettait de survivre. Aujourd'hui, le changement culturel ne change le sens. Mais c'est pas gagné parce que regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, on se recommence à valoriser les hommes violents, alors que depuis quelques générations, la violence n'était plus une défense, n'était plus une création, la violence n'était que destruction. Or, sauf dans les pays en guerre, où l'utopie est descendue sur Terre, il y a des guerres de religion, des guerres de croyances, il y a des guerres sacrées, il y a des guerres profanes, il y a des guerres économiques qui donnent sens à la tragédie. Donc l'histoire, pour nous, êtres humains, le contexte et les récits, parce que ces utopies sont toutes des récits, elles sont nécessaires et dangereuses. Elles sont nécessaires pour, quand je serai grand, je veux gagner de l'argent, je veux devenir médecin, je veux courir le monde, je veux avoir une grande famille, etc. On a tous besoin d'une utopie pour prendre la direction. Mais ensuite, il faut s'adapter au réel et ne pas être prisonnier de l'utopie et surtout ne pas être prisonnier d'un langage totalitaire qui nous fait croire que notre chef est le seul à avoir la vérité et que cette vérité, on va l'imposer aux autres par les armées, par la guerre. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais ce qui était la règle depuis les 300 000 ans que les êtres humains sont sur Terre, probablement c'était la règle. La violence était la règle. et, oui. Et si je crois qu'on aborde là quelque chose d'important et la réflexion que je me faisais est-ce que entre l'utopie justement, entre l'utopie et l'adaptation réelle, est-ce qu'elle ne passe pas justement par la mobilisation de l'altérité? Alors, C'est-à-dire, c'est-à-dire que, comme vous le dites, l'utopie, c'est le récit, mais le récit, dans sa dimension abstraite et déconnectée de la dimension relationnelle. tout à fait. Ce qui fait que dans l'utopie, l'autre ne devient plus un autre humain. Il y a une dimension de déshumanisation. C'est ça. C'est ce que je propose d'appeler, c'est ce que j'appelle le langage totalitaire. Il n'y en a qu'un qui a raison, c'est mon chef adoré. Et on voit à ce moment-là que l'utopie est complètement coupée de la réalité sensible et que ce que je viens de dire, c'est presque la définition du délire, déprivatif, l'ira, le sillon. Et la plupart des utopies. Alors les utopies sont nécessaires pour rêver, pour avoir un projet d'existence. On voit qu'actuellement, les jeunes sont en difficulté par manque de projet d'existence,
Mais comme vous l'avez dit il y a quelques phrases, c'est parce que autour des jeunes, il n'y a pas de projet fédérateur pour construire une société, pour explorer. Alors certains jeunes se débrouillent extrêmement bien, hein, mais là, c'est des jeunes qui se débrouillent bien, sont pratiquement tous des jeunes dont les parents se sont bien débrouillés. C'est-à-dire que les parents ont acquis un métier intéressant, ils ont un bon salaire, les jeunes peuvent vivre avec un rythme de travail, de repos, de vacances, d'exploration, et ils se développent extrêmement bien. Mais il y a toute une autre partie de la population qui ne sont plus structurées, et ça donne les tragédies qu'on a subies ces dernières années, avec des gens en détresse qui cassent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, et des jeunes en détresse qui cassent les objets chargés de les protéger. Ils cassent les pompiers, ils attaquent les médecins, les infirmières, ils détruisent les écoles parce qu'ils n'ont pas d'utopie, justement. Et qui sont en perte de sens. Et voilà. Et donc, ils ont une perte de sens. Et est-ce que je pourrais dire à ce moment-là que cette désorganisation vient questionner la désorganisation de la structure de notre société aujourd'hui? Et voilà. Alors, je pense que les familles est la conséquence d'une pensée sociale. Lévi-Strauss, avant sa mort, alors pendant très longtemps, on disait la famille, c'est l'unité biologique. Et Mm. maintenant, les anthropologues contestent beaucoup ça. Lévi-Strauss, avant sa mort, a montré qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a 5500 formes différentes de familles, toutes traditionnelles. Sauf que les traditions sont incroyablement différentes. Il y a des familles où, par exemple, beaucoup de familles africaines, où le père n'est pas l'amant. Il y a beaucoup de familles africaines où tous les hommes du côté du père sont pères, c'est-à-dire qu'ils sont tenus de charger, de s'occuper de l'enfant, d'en être responsable et de s'y attacher. Et ça dépend de la structure, ça dépend de la manière dont on pense la société. Et en même temps, dans ce que vous dites, ça m'amène à une question de cette confusion majeure, me semble-t-il, entre, quand je vous entends, la manière dont la société va construire la relation maternelle, la relation paternelle, la relation village, si je peux parler comme ça, la Ouais, relation ouais. de l'intime dans le collectif, et des positions identitaires qui, plus elles sont exclusives, mais plus en fait créent des difficultés relationnelles majeures. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Alors, il y a plusieurs manières d'abîmer un enfant. La première manière, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'isolement affectif, Mm. l'isolement sensoriel. Mm. Même si l'enfant est sain, son cerveau ne fonctionne pas, il est atrophié. Et comme je le proposais tout à l'heure, si on intervient tôt, la résilience neuronale est facile à déclencher, mais plus on attend, plus la Plus ça va être résilience difficile. sera de mauvaise qualité, incertaine, fragile et lente. En revanche, ce qu'on voit actuellement, c'est que la victoire de l'individualisme est en train de fragmenter tous les rapports sociaux. Et on voit que sur le plan technique et sur le plan confort, dans l'espèce humaine, on n'a jamais été aussi confortable. Il n'y a plus de famine en Occident, il y en a encore ailleurs, hein, mais en Occident, c'est rare, même si ça réapparaît pour les étudiants, ou en tout cas, ça réapparaît. Les épidémies sont moins grandes qu'avant, même si on a eu une pandémie il n'y a pas longtemps, qui aurait pu tuer beaucoup plus de monde. On peut dormir au chaud, presque tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité de la population peut dormir au chaud. Donc, le confort et la technologie n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui, et pourtant, l'angoisse n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Et tous les rapports OMS disent que le budget des États pour l'angoisse et les difficultés de développement va bientôt dépasser le budget des cardiaques, de la cardiologie et de la cancérologie. C'est-à-dire que le confort, qui est délicieux, hein, qui est bien agréable, j'ai rien contre, hein,
Le confort sans sens donne le confort et fait développer l'angoisse parce que le tranquillisant naturel, c'est le sentiment de familiarité. Se sentir bien dans son village, se sentir bien dans sa famille. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de tranquillisant chimique, puisque le tranquillisant qu'on a, c'est une famille qui fonctionne bien, un village qui fonctionne bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles et il y a de plus en plus de villages détruits à cause de la fragmentation, parce que l'éthos, la hiérarchie des valeurs maintenant, met le développement personnel avant le développement du village et avant le développement de la famille. Et donc, là, même si on fait encore des grandes découvertes comme l'intelligence artificielle ou de nouveaux médicaments, il paraît qu'on est en train de préparer un vaccin contre le cancer, ce qui sera un progrès technique magnifique, ça n'empêchera pas le développement des dépressions anxieuses. Si je rebondis sur ce que vous venez de dire, Maurice, cela laisse entendre que le confort comme une fin en soi, et le confort pour le confort, c'est l'utopie déconnectée du réel. Voilà, c'est ça. Et qu'à ce moment-là, le confort pour le confort construit une perte de sens. Voilà, c'est ça. Alors c'est bien agréable le confort, hein. J'ai rien contre, mais il faut pas que ça fasse perdre le sens. Et surtout, la question est, est-ce que le confort peut être un objet de transmission aux générations futures? C'est-à-dire, euh, comment quand je dis ça, c'est le confort comme une fin en soi. C'est-à-dire Alors, une fin en soi qui vient nier dans notre société et le rapport à la mort, et même peut-être aujourd'hui, en même temps, le rapport à la folie. alors, si le confort pour le confort, c'est la drogue, c'est Voilà. la jouissance immédiate, insensée, non-sens et même insensée. Oui. Et on le voit avec l'obésité, l'alcool, la drogue, on le voit avec toute la pathologie actuelle qui est en train de grimper très rapidement, et parce que le confort pour le confort n'a pas de sens. En revanche, le confort après une journée de travail, c'est délicieux. Et c'est donc, j'ai rien contre le confort, hein, mais comme vous l'avez dit, le confort n'est pas nécessaire, est agréable, mais n'est pas suffisant pour donner sens. Ce qui donne sens, c'est le projet d'existence. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'intention. Il faut qu'on ait quelque chose à construire. Une cité, une protection, un rêve. Si on- Et je rebondirai sur ce que vous avez dit, car ça me semble aussi un point essentiel. Euh, nous sommes, euh, lorsque nous parlons de la question du rapport entre le développement personnel et le développement de village, euh, euh, je crois que nous ne sommes pas les seuls, mais notre singularité d'être humain, c'est à la fois d'être des êtres d'appartenance et des êtres de singularité. Et toute la question, c'est c'est d'être dans le et l'appartenance, donc le village, et la singularité. Or, aujourd'hui, quand le développement personnel est avant le développement du village ou de la famille, c'est-à-dire que c'est de jouer l'un contre l'autre. oui, Et le problème est que l'argument est, mais parce que le village ou la famille empêche la singularité, ce qui est encore joué dans l'autre sens, l'un contre l'autre. Et toute notre difficulté, me semble-t-il aujourd'hui, c'est de penser la nécessité que le développement de la singularité de chacun se construit dans l'être ensemble et pas en opposition à l'être ensemble. alors, d'accord avec une petite nuance. Le bien-être, le projet d'existence, le sens se construit si on a un projet d'existence ensemble. Oui. Euh, mais si le sentiment d'appartenance nous renforce, je suis fier d'être français, je suis fier d'être chrétien ou musulman,
peu importe, je suis fier d'appartenir à un groupe qui a une culture, qui a une histoire et qui a un projet d'existence. Mm. Mais si ce groupe se clôture, on se retrouve dans un clan avec un langage totalitaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a... mais si ce groupe se clôture et si un langage totalitaire apparaît, la personnalité ne peut pas se développer. Tout à fait. C'est-à-dire que la personnalité ne peut se développer que dans la rencontre avec les autres, dans le plaisir de la rencontre et parfois dans le désaccord. C'est peut-être ce qu'on appelle la démocratie. Oui. Et si on vit dans un milieu clos, il y a des familles closes, et dans ces familles closes, c'est celles qui généralement se laissent embarquer par un gourou. Et si on vit dans un pays, dans une nation close ou dans un groupe humain clos, on se retrouve dans un clan, et le clan est toujours une déclaration de guerre parce qu'on ignore l'autre, il n'y a pas d'altérité avec le voisin, donc on considère que le voisin est un étranger, un persécuteur, on ne le connaît pas, donc il est l'écran de toutes nos projections fantasmatiques. Et là, c'est pour ça que le clan est toujours mène toujours une déclaration à la haine, l'amour du même et la haine de l'autre. Alors que lorsque on vit dans une culture dynamique, une culture ouverte, on a le sentiment, alors ça c'est dans les théories de l'attachement, c'est démontré par des centaines, des milliers de publications, c'est-à-dire que lorsqu'on est sécurisé par notre mère, notre famille, notre village, à ce moment-là, on a le plaisir d'explorer la différence, une autre culture, une autre couleur de peau, une autre religion, et dans ce cas-là, c'est une exploration enrichissante. C'est donc le contraire d'un milieu clos. Mais au moment où on se développe, nous, en tant que personnes, il y a deux moments où quand même on doit un petit peu s'opposer. C'est l'âge du non, à la troisième année, et c'est surtout l'adolescence. À l'âge d'une an, tous les parents ont connu ça. Viens, viens mon chéri, on est en retard, on doit prendre le train pour aller voir grand-mère. Et le chéri, hop, il file se cacher sous la table ou dans un placard. Tous les parents ont connu ça. Dans l'esprit du chéri, ça veut dire je suis capable j'accède à l'autonomie puisque je suis capable de m'opposer à ma mère. Et il y a un contresens entre les générations. Contresens entre générations. Le sens que l'enfant donne à son autonomie, c'est maman appelle, je me cache. Ça, le sens que l'enfant donne à son autonomie n'est pas le sens que la mère donne. Tu vas nous faire rater le train et grand-mère nous attend. Donc, le conflit fait partie de l'évolution et le conflit fait partie de la démocratie. Et puis, le deuxième moment important de l'autonomie, c'est bien sûr l'adolescence, où l'apparition du désir sexuel apparaît, il faut quitter la famille d'origine, et la fierté de devenir indépendant, il faut quitter la famille d'origine, sauf que actuellement, les jeunes ont de plus en plus de mal à devenir indépendants puisque la technologie nécessite de faire des études, alors que quand j'étais adolescent, il y a deux générations, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac, les autres allaient à l'usine, au champ, et pour les plus doués, à la formation professionnelle. Donc il y a l'apparition du désir sexuel doit être structurée par le milieu familial et surtout par le milieu culturel. S'il y a une déstructuration du milieu familial, le désir sexuel n'est pas gouverné. Il est réduit à la pulsion. Et la pulsion, c'est la loi du plus fort, c'est la violence extrême. C'est-à-dire que, d'où la nécessité d'une culture, même si les familles changent étonnamment d'une culture à l'autre, même si les cultures passent leur temps à évoluer, elles sont nécessaires parce que sinon, on est soumis à la loi du plus fort, on est soumis à la pulsion sexuelle. Alors, si je rebondis sur ce que vous dites, il me semble que justement, dans une famille ouverte, dans une culture ouverte, justement, le conflit se fait dans le lien Et oui, et ne vient pas altérer le lien.
Là où ça pose problème, c'est à partir du moment où le conflit met en rupture de lien. Et oui. Car en rupture de lien, à ce moment-là, on est projeté dans un scénario de seul monde, il n'y a pas de transmission. Et la question qui se pose, c'est parce que l'inverse du clan, c'est d'être dans un scénario de seul au monde, dans une collection d'éléments, et dans la désorganisation, Dans l'anomie, dans l'anomie. absence de structure culturelle, absence de structure naturelle, reste la pulsion, la loi du plus fort. Ça, depuis Durkheim, les sociologues ont bien travaillé cette idée. D'où la nécessité d'avoir une structure, d'où le problème de notre culture aujourd'hui, c'est que la structure n'est plus évidente du tout. Euh, et dans ce cas-là, on voit des garçons plus que des filles qui passent à l'acte et qui sont soumis à la pulsion parce qu'ils n'ont pas appris à la gouverner. D'un côté et de l'autre côté, est-ce que je peux dire des filles qui ne font pas l'expérience du tissu de soutien nécessaire comment dirais-je, pour affirmer, pour, pour habiter et leur rôle de mère et leur rôle de femme, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose comme ça. Alors, avant l'explosion culturelle que beaucoup de sociologues font démarrer schématiquement à 1960. 1960, apparition des métiers du tertiaire, apparition de l'école, de la prolongation de la dépendance aux parents, grâce à l'école prolongée et grâce aux métiers tertiaires. Avant, on faisait du social avec son corps, Mm. les femmes avec leur ventre, les hommes avec leurs bras. Donc c'était une très grande brutalité. Mais maintenant, pour reprendre ce que Eric a dit, c'est-à-dire que le conflit se fait forcément avec les gens qu'on aime, avec le lien, mais ça nécessite l'évolution, le remaniement de la manière d'aimer. Alors que s'il y a pas de remaniement de la manière d'aimer, il y a une déchirure, une rupture de lien, et là, tout le monde est malheureux, tout le monde souffre. Et le remaniement de la manière d'aimer, on le voit surtout quand apparaît la pulsion sexuelle, où le garçon, la fille, continue à être attaché à sa mère, à son père, c'est-à-dire Oedipe, pour rappeler un souvenir, mais il doit apprendre à s'attacher à un partenaire sexuel qui, elle, lui, aura double travail. Il devra non seulement tisser le lien de l'attachement, mais en plus de ça, il devra avoir des relations, l'excitation des relations sexuelles. Donc ça fait mais s'il y a une évolution, si la culture permet le virage de l'adolescence, ça se passe bien. Mais quand la culture n'aide pas avec des structures intermédiaires entre la famille et la société, quand il n'y a pas de structure intermédiaire, les adolescents ont de plus en plus de mal à prendre ce virage. Je, Ça m'amène, comme l'heure tourne, ça m'amène à cette idée qu'on a partagée hier ensemble, que sous cet angle, la question, et qui se pose encore plus aujourd'hui dans notre société, c'est cette position très tôt, cette position identitaire ou comment je dirais ça, qui repose sur euh, mon corps m'appartient, mon identité m'appartient, euh, j'existe à travers mon identité et qui, dans la relation familiale, en arrive à ce que euh, euh, il y ait un effondrement des niveaux des relations parents-enfants où le parent et l'enfant, au nom
du droit, on arrive à être dans des confusions de niveau logique en termes de transgénérationnel. Eh bien, oui, c'est probablement un point faible de notre société, c'est que avant le corps des femmes, le ventre des femmes appartenait à l'État. Et notamment dans les dictatures religieuses, le ventre des femmes est très surveillé. Et elles doivent mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre et pour travailler 15 jours, 15 heures au fond des mines sans se plaindre, parce qu'un homme ne se plaint pas. Donc, dans les dictatures, le ventre des femmes appartient à l'État ou aux prêtres. Alors que les femmes maintenant qui veulent devenir des personnes, ce qu'on peut tout à fait, c'est même une fierté de notre culture, c'est de leur permettre de devenir des personnes, mais on risque, comme chaque fois qu'il y a une révolution, on risque d'aller un peu trop loin ou d'avoir des effets secondaires. Par exemple, la Révolution française était nécessaire parce que les aristocrates avaient racketté le peuple pendant 1000 ans. Les noyades de Nantes et la Terreur n'étaient pas nécessaires. Et là, C'est on une voit ce qui se virtuosité. passe. Maintenant, les femmes deviennent des personnes, c'est un immense progrès de notre société, mais comme Eric vient de le dire, la phrase Mon corps m'appartient, c'est aussi une forme de clôture. Et ce qui se passe actuellement, on voit que je suis en train de préparer un livre avec le professeur Misrahi, et qui s'occupe beaucoup des PMA. Aujourd'hui, 60% des PMA sont demandés par des femmes qui veulent avoir un enfant, elles, pour elles seules. Donc l'enfant sera dans une prison affective, parce que on est loin du village dont on parlait au début de l'entretien, où on disait qu'il faut plusieurs figures d'attachement pour que l'enfant se développe bien. Et là, il n'y aura qu'une seule figure d'attachement. Dans un premier temps, ça va se passer très bien, c'est l'amour fusionnel, et au moment, comment il va faire à l'âge d'une an, et surtout comment il va faire l'enfant à l'adolescence, eh bien, il pourra se séparer par la violence, ce qu'on constate actuellement, plus chez les garçons que chez les filles, même si, parce que ça varie presque 8 fois plus chez les garçons. Je suis en train de citer Tremblay. Même si les filles se mettent elles aussi à la violence, ça ne prend pas la même signification pour les garçons, c'est-à-dire qu'elles veulent affirmer, confirmer qu'elles aussi, elles peuvent être fortes physiquement. Mais donc ça veut dire que là, autant on peut être fier que les femmes accèdent à la liberté et à la maîtrise de leur corps, autant je pense que l'altérité dont on parle depuis notre entretien, notre échange, Pour un l'altérité problème. et la nécessité pour devenir soi-même, je ne peux devenir moi-même que s'il y a des autres autour de moi. Et je rebondirais. Et s'il y a des autres autour de moi, c'est-à-dire que c'est pas mon corps m'appartient, c'est le respect de mon corps. Ah Le voilà. respect de mon corps, ça, Ah, on est dans la relation. ah oui, Et, et c'est absolument. et c'est vraiment une différence fondamentale. C'est d'autant qu'aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas, ce que nous voyons, nous, dans quand je travaille avec des familles, beaucoup avec des familles, mais ce que je peux observer, que mes collègues observent, c'est que on parle de la violence conjugale et il y a certes une nécessité de parler de la violence conjugale, mais il me semble, en tout cas il nous semble nous, que qu'il y a quelque chose d'encore plus dramatique aujourd'hui dans la famille, c'est l'absence d'investissement de nombre d'hommes dans, j'allais dire, dans la relation paternelle, Ah oui. et où ils sont, et où on voit dans nos cabinets des femmes euh, qui sont dans un scénario, comme vous le dites, de sentiment d'être seules, à porter et, la, et les enfants, et de porter le travail, et de porter tout un ensemble de choses, mais où l'homme est aux abonnés absent. Mais oui. Et Isabelle Roscam, qui est professeure Louvain, a fait un groupe européen de recherche pour répondre à ce que vous venez de dire. Et on voit que ces femmes, seules, courageuses, font beaucoup de choses qu'elles veulent faire à la perfection, et parfois elles font des performances stupéfiantes, et elles payent avec un développement fulgurant de ce qu'on appelle maintenant les burn-out,
Quand j'étais gamin, on appelait ça les dépressions d'épuisement. Et on voit par exemple qu'il n'y a jamais eu autant de dépression du postpartum actuellement, et même on voit apparaître des suicides de jeunes mamans avec des bébés de quelques mois, alors qu'avant, les femmes ne pouvaient pas, elles étaient entravées, on sera tous d'accord, les femmes étaient entravées, n'avaient pas de droit, mais elles n'étaient jamais seules. Et avant, elles étaient contraintes par les lois du mariage, elles étaient contraintes par la société qui donnait les femmes, donc on peut comprendre qu'elles veulent devenir des personnes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut devenir une personne qu'en relation avec les autres, en interaction avec les autres. Et on ne devient pas des personnes tout seul, parce que ça a été la première phrase de notre entretien, un cerveau seul, sain, s'atrophie. Donc, même pour que mon cerveau fonctionne, pour que ma personnalité, à moi femme, pour que ma personnalité se développe, je suis obligé d'être en interaction avec une série d'altérités, un homme, une autre femme, un grand-père, une culture, un professeur, un moniteur de sport, etc. Et avoir un enfant pour moi seul, où mon corps m'appartient, à ce moment-là, ça peut devenir une prison. Mais comme l'a dit Eric, le respect de mon corps est nécessaire. C'est pas mon corps m'appartient, c'est que j'exige qu'on me respecte, ce que les femmes font de mieux en mieux d'ailleurs, et ce qu'on peut tout à fait, ce qu'on ne peut que approuver. Mais ça, c'est pas mon corps m'appartient. Ça, j'exige qu'on respecte mon corps et ma personnalité. Donc c'est assez différent. Ça, Eric, là, il a apporté une nuance fondamentale. Mhm. Et alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on arrive petit à petit à la fin de cet échange, Boris, que transmettre du sens aux générations futures risque de repasser par la reconstruction de, du village, du rapport du village et de la singularité, et qu'elle repasse probablement par un réaménagement de la relation homme-femme dans la société qui soit construit sur autre chose que des positions identitaires qui pourraient dériver sur des positions totalitaires ou totalisantes. Voilà. Alors moi, pour répondre, continuer à échanger avec Eric, je dirais que ce qui assure la transmission, c'est l'affectivité et le récit. L'affectivité, un enfant sécurisé éprouve le plaisir d'explorer. Qu'est-ce qui peut sécuriser un enfant? C'est un système familial à multiples attachements d'hommes, de femmes, de grands-pères, des professionnels de la petite enfance, le moniteur de sport, etc. Ce qui peut sécuriser un enfant. Et les récits. Et les récits, c'est la culture, c'est le cinéma, c'est les romans. C'est-à-dire qu'on transmet le sens et on peut modifier le sens grâce à l'art. Le théâtre a une fonction démocratique. Dans la Grèce ancienne, les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité. On Tout à fermait fait. les portes et les citoyens devaient débattre des problèmes que les comédiens avaient joués sur la scène. Bien sûr, on n'était jamais d'accord, tout le monde se disputait, mais c'était une fonction démocratique. Alors que dans le langage totalitaire, il n'y a pas de dispute, pour une raison bien simple, c'est que dans les cimetières, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de dispute, il n'y a plus de vie psychique. Et dans le langage totalitaire, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de débat, il n'y a que des slogans. Et alors là, nous, pour transmettre du sens et le plaisir à vivre, il faut absolument renforcer ces deux niveaux de développement, c'est-à-dire l'affectivité et le récit. Ils vont ensemble. Alors le récit déclenche une émotion, mais c'est un sentiment. C'est c'est un peu différent. Je peux modifier vos émotions en vous injectant des amphétamines, de la cocaïne, des trucs comme ça. Mais pour modifier vos sentiments, il faut que je vous raconte une histoire. Alors à ce moment-là, vous allez pleurer, vous allez vous fâcher. C'est un récit verbal, c'est une verbalité qui va modifier le fonctionnement de votre cerveau. Alors que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la drogue. Si je vous injecte de la cocaïne ou des amphétamines, ça n'a pas besoin de sens. Je modifie vos émotions, ça n'a aucun sens. C'est même insensé. Alors que dans le récit, il va y avoir des débats, on ne sera pas d'accord, mais ça sera des débats démocratiques. Ils construisent du sens.
qui transmettent le sens par le débat. D'ailleurs, ça me permet de rappeler la très belle illustration des disputations de Valladolid, où les Oui. Indiens étaient attelés, où les Indiens étaient dépecés, et ce n'était pas un crime, puisqu'ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Là, on est dans la tragédie du langage totalitaire. Ah oui. Dès l'instant où la disputation de Valladolid leur a accordé une âme, on ne pouvait plus les atteler, on ne pouvait plus les dépecer, il fallait les baptiser et les engager dans une manière de vivre avec nous comme des êtres humains et non pas comme des bœufs attelés. Stéphane? Très bien. Merci beaucoup. On va déjà commencer par vous remercier, Boris et Eric, pour ces échanges. Voilà, ça fait à peu près une heure, un petit peu plus. Échange riche de, si on peut jouer sur les mots, mais riche de sens. Vous avez abordé le sens dans ces différentes acceptions en termes de signification. On a parlé du corps, du sensoriel, de la direction aussi en termes de transmission. Donc, à explorer ces différentes voies. Pendant votre échange, évidemment, il y a eu un certain nombre de questions. Donc, si vous voulez bien, dans le petit temps qui nous reste, je vais vous en poser quelques-unes, peut-être deux, trois, quatre, peut-être si on verra en fonction des réponses qu'il est nécessaire d'apporter. Et voilà, sans attendre, il y a quelqu'un qui a posé une question. On va revenir justement sur la question du village qui a été évoquée un peu dans la première partie. Et je cite pour euh, être précis. Donc, Boris évoque le besoin des émotions pour structurer les niches sensorielles du bébé grâce au village présent autour de la mer. Et il complétait aussi en disant qu'à son époque, c'était le rôle du mari. Mais aujourd'hui, avec les changements de structure familiale, donc il est possible de se demander qui porte ce rôle de mise en sens. La personne nous dit, qui a posé la question, dans ma pratique actuelle, j'entends beaucoup parler du rôle du tiers, soit porté par le père, mais pas que. Peut être une grand-mère, une amie, etc. Donc voilà la question. Donc, est-ce que nous pouvons dire que le village peut être n'importe quel tiers? Alors merci pour cette question parce que c'est à la fois une question anthropologique et une question familiale, donc personnelle. Alors, ce qui compte, c'est qu'il y ait une structure, que le village ou la famille soit structuré. Parce qu'à ce moment-là, l'anomie disparaît. Dès l'instant où il y a une structure autour d'un enfant, il sait ce qu'il peut accepter ou ce à quoi il doit s'opposer, comme je le proposais tout à l'heure, avec l'âge du an et surtout avec l'adolescence. Donc, il a un degré de liberté. Lorsqu'une société évolue, lorsqu'une société n'est pas tyrannique, n'est pas dictatoriale, et elle évolue quand même. C'est-à-dire que si elle évolue pas, elle s'élimine, elle meurt. Beaucoup de cultures ont disparu, mais les cultures et toutes les cultures vivantes évoluent forcément, même les cultures dogmatiques, même les religions évoluent, puisqu'on voit que les rituels religieux ne sont pas les mêmes. On a les textes de base et on voit les rituels d'aujourd'hui, mais même dans les religions dogmatiques, ça a évolué, ce qui est la preuve de la vie. Alors, dès l'instant le tiers, la psychanalyse a beaucoup travaillé ça à l'époque où c'était le Oedipe, totalement, uniquement explicatif, maman, papa et moi. Et effectivement, le père, qui était le mari, c'était, du moins dans les couples stables, le père qui était le mari, c'était le père qui avait la fonction du tiers. Mais maintenant, on n'a pas su définir le père à la commission des 1000 premiers jours. Est-ce que le père est celui qui est l'amant? Pas forcément. Même en France, à La Réunion, il y a des Français d'origine africaine qui continuent à penser que le père n'est pas forcément l'amant et que c'est un homme qui est désigné par la société pour s'en occuper, et pour être responsable de l'enfant, s'en occuper et y être attaché. Ce qui veut dire que la fonction du père peut être tenue par une grand-mère. Il y a de plus en plus de femmes qui divorcent. Elles n'ont pas toujours tort de demander le divorce,
dans 83% des cas, c'est elles qui ont la charge de l'enfant, ce qu'elles souhaitent, mais ce qui est une fatigue et ce qui est une diminution importante du niveau de vie. La plupart de ces femmes trouvent le tiers dans leur propre mère. C'est la grand-mère qui est le tiers et c'est la grand-mère qui assume la fonction du père. Et depuis que la loi permet aux homosexuels de se marier, euh, ces deux femmes, plus difficilement deux hommes, ces deux femmes qui tombent amoureuses, qui veulent, qui s'attachent, sont solidaires, qui se disputent et qui veulent avoir un enfant. Et dans ce cas, qui est la fonction du père? Eh bien, c'est la femme qui n'a pas porté l'enfant. Ou c'est une des deux femmes. Donc, le mot père ne désigne plus aujourd'hui un homme, et dans beaucoup de cultures maintenant, on dit parent un, parent 2. Mais l'enfant, lui, il ne va pas appeler bonjour mon parent 1, bonjour mon parent 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, dans les mots, il va continuer à dire, à trouver un mot pour désigner. Alors moi, j'ai eu à côtoyer une, une femme qui avait mis au monde deux garçons et qui l'élevait avec une autre femme, légalement. C'est, c'est- et les enfants avaient inventé une désignation. Une femme, c'était maman, et l'autre femme, c'était ma maman. C'est-à-dire qu'ils avaient inventé un mot pour désigner les nouveaux pères. Et donc, mais quand ces mots se complexifient, la culture, très souvent, peut avoir des difficultés. Et là, on voit. Alors, pour les hommes, c'est encore plus compliqué. C'est que la PMA, pour l'instant, est interdite en France, mais ça m'étonnerait que cette interdiction continue longtemps parce que les homosexuels hommes qui peuvent payer une mère porteuse à l'étranger vont faire, il y a un contrat commercial, la femme est enceinte à l'étranger, généralement on lui paye un voyage pour qu'elle vienne accoucher en France, et l'enfant naît en France, et donc français, donc il a un statut, et généralement ces couples homosexuels hommes que j'ai eu l'occasion de côtoyer organisent un petit village autour du bébé. Et les bébés se développent pas mal du tout, puisqu'ils ont plusieurs figures d'attachement. Mais dans la dénomination, c'est pas clair. Les enfants inventent des mots, mais ça prouve quand même que la société est en train quand même de se fragmenter. Alors c'est un progrès pour le confort, incontestablement. Et encore, le confort, là encore, on le paye, hein. On paye le confort avec l'obésité, le diabète qui augmente à une vitesse folle parce que les nouvelles conditions d'existence sont trop confortables. C'est-à-dire que maintenant, on peut passer notre vie entière assis ou couché, avec du sucre et de l'alcool. D'où la fulgurance des diabètes et des hypertensions. Donc même ça, on le paye. De plus, on n'a pas parlé avec Eric, on n'a pas parlé des écrans, qui aussi sont confortables, soit pour, comme on le fait actuellement, pour parler alors qu'on n'est pas en présence, ce qui est quand même c'est magique. C'est pas logique, ça, c'est magique. Donc merci les écrans, mais lorsqu'on s'engourdit devant un écran, et beaucoup d'enfants anxieux, ou bien c'est des bébés préverbaux qui prennent un retard de langage parfois impressionnant, ou bien c'est des adolescents où l'angoisse n'est pas rare, puisque là il y a l'apparition du désir sexuel qui est souvent stimulant et angoissant, eh bien, les enfants, les adolescents, plus que les filles, s'engourdissent devant des écrans. Et quand j'ai travaillé au Japon, j'ai eu l'occasion de voir ce que les Japonais appellent le hikikomori, où des garçons se mettent devant des écrans et démissionnent de tout, complètement engourdis. Donc, bénéfice, progrès technique magique, maléfice, isolement sensoriel, isolement social de plus en plus grand, adaptation pathologique avec les écrans ou avec la consommation de sucre et d'alcool. Pour Eric, peut-être rebondir, tu peux intervenir. oui, pour rebondir sur ce que vous dites, Boris, c'est pour ça que, tu le sais bien, Stéphane,
dans la modélisation de la thérapie du lien et des mondes relationnels, cette structure, je l'ai appelée collectif intime pour, pour englober toutes les variations aujourd'hui qui anciennement étaient sur une structure familiale, mais qui se sont diversifiées. Et que quand, quand Maurice parle de village et de cette nécessité d'avoir des attachements multiples, je dirais que, que ce qui est le fondement de tout ça, c'est que notre construction de l'intime repose sur une expérience d'attachement multiple. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il s'agit d'avoir comment dire, des liens avec des personnes, c'est ça les tiers, c'est des liens avec des personnes avec lesquelles on va faire l'expérience de l'affectif, de la confiance, de l'amour, etc. Et qui construisent cette enveloppe qui vont, en retour, me permettre de développer ma singularité dans l'intime. Et effectivement, quand on voit tout ce développement à partir du moment où les enfants, les adolescents sont dans l'isolement, que le lien est un lien par l'intermédiaire de l'écran, ça pose la question de la construction de l'intime. Et si ça pose la question de la construction de l'intime, ça pose la construction adulte de la transmission de l'intime aux enfants en devenir. Et oui, puisque les enfants n'ont plus des modèles parentaux sécurisants et stimulants. Oui. Donc, effectivement, ça transmet quelque chose. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand les parents ne parlent pas, le silence est un trou qui transmet énormément et qui transmet de l'angoisse. Le plus sûr, quand les parents se taisent, ça angoisse les enfants. Donc il faut qu'il y ait un récit entre parents, entre adultes, un récit de filiation. On raconte sa guerre de 14, on raconte ses exploits. Quand il y a un récit cohérent, les enfants se sentent sécurisés. Mais quand il y a un récit qui tout d'un coup fait un trou, mais papa, pourquoi est-ce que tu parles jamais de ton père à toi? Papa, maman, pourquoi est-ce que tu parles jamais du pays d'où tu viens? Le trou transmet l'angoisse. Oui, et des structures. Et si je rajoute, je complète ce que dit Boris sur le silence, je le préciserai en disant c'est le silence mutisme. C'est-à-dire que c'est le silence qui ne dit rien et qui crée du vide relationnel. Et là, ce vide relationnel active l'insécurité, avec l'insécurité et l'angoisse. Voilà, comme tout ce qui est le vide déclenche l'angoisse, le trou déclenche l'angoisse, Oui, ou la peur du parent. Euh, j'ai peur de mon père, que j'aime bien, et pourtant j'ai peur de mon père. oui, Parce qu'il se tait de temps en temps et son silence m'angoisse, alors que je l'aime bien, mais quand on parle d'autre chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a commis un crime? Est-ce qu'on a commis un crime? Parce que les enfants fantasment dur, hein, ils n'ont pas peur de fantasmer, c'est l'âge des fantasmes intenses. Eh bien, le silence communique et intensément. Si vous me permettez, justement, pour revenir sur le sens, sur la question du sens, de votre point de vue, à tous les deux, est-ce raisonnable, je reprends une question qui a été posée, est-ce raisonnable de parler aujourd'hui de crise alors je ne sais pas s'il faut dire crise de sens ou crise du sens? La crise, c'est une preuve de vie. Le monde vivant évolue par crise, il s'adapte et il change et continue à vivre grâce aux crises. Mais après la crise, on est malheureux, c'est désagréable, mais ça permet de trouver une solution et de reprendre une autre forme de vie, ce qui est la définition de la résilience. Alors la crise fait partie du vivant. Je disais tout à l'heure, dans les cimetières, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de conflit. Dans les langages, dans les pays totalitaires, ou bien on répète la parole du chef, ou bien on est déporté, on est mis en prison. Il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas de pensée autonome. C'est interdit. Donc je pense que la crise, la disputation, le théâtre sont des lieux
qui peuvent justement mettre en scène la crise et qui permettent de l'élaborer. Va voir ce film. Mon fils, ma fille, il m'est arrivé dans mon enfance quelque chose de terrible avec ton père, avec la société. J'arrive pas à te le dire parce que c'est trop dur émotionnellement, puis parce que j'ai peur de te faire du mal. Donc je me tais. Mais je vois bien que mon silence t'angoisse. Donc, pour ne pas éviter le trouble de la relation, va voir ce film, lis ce livre, et on parlera du tiers. On parlera du film, on parlera pas de ton père ou de ton grand-père, on parlera pas du pays dont ta mère a tant de mal à parler, on parlera du film. Et, et étonnamment vite, les enfants comprennent que le comédien est le porte-parole de maman ou de papa traumatisé. Ils le comprennent. J'ai eu plein, Eric aussi, et dans la salle, tous les praticiens ont le même témoignage, c'est que les enfants comprennent presque instantanément, parce que quelque chose est passé avant qu'on mette en place la disputation, avant qu'on leur dise d'aller, va voir ce film, ils ont déjà compris. Mais après, ça leur permet de parler du film paisiblement, puisque le tiers permet l'éloignement, donc le contrôle de l'émotion. Donc on va moins se disputer si on parle du film, on sera moins angoissé, même si on n'est pas d'accord. On sera moins angoissé si on parle du film, alors qu'on sera terriblement angoissé si on parle et toi, maman, ton père, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi t'en parles jamais? Et pour rebondir par rapport à la question sur ce que vient de dire Boris, je dirais que justement, peut-être que la question, c'est que nous sommes piégés aujourd'hui dans une incapacité à ce que la crise de sens s'exprime. Hmm. Il n'y a pas de, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a plus de lieu pour exprimer. Normalement, c'est la fonction du théâtre ou du roman. Mhm. Alors, Eric, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai Non, une non, toute dernière question. vas-y. Voilà, une toute dernière question. Euh, voilà que je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Après, sentez-vous libre ou pas, bien sûr, d'y répondre, mais et ce sera un peu aussi notre conclusion pour ce soir et vous allez voir, qui est en lien direct avec le sujet. Euh, on évoque la question du sens et de la transmission en direction des générations futures. Euh, Riche de votre expérience, à la fois professionnelle et puis bien sûr de votre expérience personnelle de vie. Je veux dire, quel est votre, alors peut-être pas votre vœu le plus cher, mais en tout cas l'un de vos vœux en direction des générations à venir? Alors, moi, j'ai un conseil à donner. Surtout, n'écoutez jamais les conseils. Le, le seul, c'est ce que disait Eric, c'est la rencontre, c'est l'altérité. Rencontrer, parler, et si ça vous convient, continuez. Si ça vous convient pas, changez de rencontre. Et à ce moment-là, il faut que la société nous offre des lieux de parole, ce qui est de moins en moins le cas dans cette culture du sprint, où on voit des jeunes parents foncer dès le réveil à la crèche, au train, au travail, revenir épuisés, et qu'il faut absolument qu'on réinvente des lieux de parole, des disputations, le cinéma, la littérature, la fête au village. La fête au village où là, on peut courtiser, on peut dire des bêtises, on peut... Et à ce moment-là, la crise existera inévitablement, puisqu'on n'a pas le même sexe, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même histoire. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de crise? Il y en aura forcément. Mais on va mettre au point des lieux de résolution des crises de façon à pouvoir évoluer. Merci Boris. Eric? Pour rebondir sur ce que vient de dire Boris, une histoire vivante se construit avec des rencontres. Et que les rencontres, en retour, construisent une histoire vivante qui permet de transmettre une histoire vivante. Et je ne peux pas m'empêcher à ta question de prendre le,
l'intention que nous avons partagée ensemble avec toute l'équipe de l'Institut, qui est la suivante, cultiver la confiance dans la relation au vivant, euh, et comment construire un monde relationnel sain. Et on le voit bien qu'un monde relationnel sain est un monde qui permet des rencontres et que c'est un monde Mm. relationnel sain qui permet de créer du sens. Mm. Mm. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous entendre. Je crois que tout le monde est sans aucun doute ravi. On a des quelques commentaires. Chacun vous remercie chaleureusement, hein, pour vos interventions et puis euh, pour la simplicité aussi des échanges. Vous voyez, des choses passionnantes, parfois complexes et en même temps, voilà, exprimées avec beaucoup de simplicité et donc très accessible. Donc, merci pour ça aussi. Ça, c'est Voilà. Eric qui a voulu qu'on bavarde. Il n'a pas voulu faire il ne voulait pas qu'on fasse un topo magistral. Eh Oui, bien, ça a été un beau partage, Boris, et une c'était belle réussi. expérience. Voilà, on a bien bavardé. On a Ouais. bien bavardé. Ça fait du bien. Une rencontre. Encore merci et puis on Merci et bonne remercie voilà, soirée. toutes les personnes présentes et on vous dit à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au Merci. Merci revoir. de cette rencontre agréable. Au revoir et merci.